C'est une société assez récente qui a été rachetée en 2021, juillet 21. Mais en fait, la société existe depuis beaucoup plus longtemps, puisque c'est un changement capitalistique qui s'est opéré l'année dernière, mais la société existe depuis 1995. Donc, c'est une société qui a beaucoup, beaucoup d'années de vécu. Et en fait, cette société était une société qui était détenue par une holding anglaise. Et cette holding anglaise, avec laquelle on a travaillé pendant plusieurs dizaines d'années, a été liquidée en mai 21 à la suite de la Covid, puisque en fait, la société Antenna et nouvellement Alto, qui est la marque commerciale, le cœur d'activité de la société, c'est la médiation culturelle. Donc, la médiation culturelle, elle n'a pas vécu des périodes très, très heureuses entre 20 et 21 à cause de la Covid. Donc, tous les grands groupes, en fait, ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Et nous, on a eu un petit peu plus de chance que nos confrères européens, puisqu'on a bénéficié d'aide de l'État français, qui nous a permis de traverser cette crise de manière un petit peu plus heureuse que la holding anglaise. Donc, la holding, en fait, a été liquidée en mai 21. Et à ce moment-là, on s'est posé la question avec différentes personnes au sein de la société de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rachète ou est-ce qu'on laisse le liquidateur anglais se séparer des différents assets dans les différentes régions? Et puis, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps, en fait. On s'est dit, bah non, on va racheter. On va faire une proposition de rachat au liquidateur anglais. Le liquidateur anglais, en fait, en un week-end, a accepté notre offre de reprise. Donc, on s'est retrouvé à la tête en juillet 21 de la société, qu'on maîtrisait parfaitement, hein, puisque ça fait 15 ans qu'on travaille dans la société, la plupart d'entre nous. Donc, on s'est retrouvé à la tête de la société en juillet 21 et on a souhaité en fait marquer vraiment la scission avec feu la holding en créant une marque commerciale, Alto. Donc, la société reste exactement la même, c'est le même périmètre, mais un nouveau nom commercial, Alto, pour marquer la scission avec les Anglais. On a repris donc notre destin en main en juillet 21. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était à l'origine une filiale française d'un groupe anglo-saxon. Et donc, toutes les filiales européennes et la maison mère ont été liquidées. Donc, on a repris les rênes en juillet 21 avec la création de cette marque commerciale Alto. Donc, à l'origine, il y a effectivement 3 cofondatrices. Qui sont donc Elfie Barra qui s'occupe de la création et de l'innovation et Charline Huette qui est plutôt en charge du développement commercial. Et quand on a décidé de faire cette reprise de société en mai 21, en fait, l'idée a plutôt germé dans ma tête, puisque moi, je m'occupais de la filiale française depuis 15 ans. Donc, j'étais en relation directe avec les actionnaires et j'étais en relation directe avec le siège. Je maîtrisais l'activité avec Charline et Alfie. Et je me suis dit, c'est un peu dommage, en fait, de laisser cette structure. En revanche, est-ce que j'aurais envie de la reprendre toute seule? Je ne suis pas certaine. Donc, j'ai proposé à Charline et Alfie un vendredi soir en disant, écoutez, voilà, moi, je vais faire une offre de reprise. Est-ce que vous me suivez? Ça serait intéressant d'avoir leur retour. Je pense qu'elles n'ont pas pris beaucoup de temps pour réfléchir. Et le lundi, en fait, elles m'ont dit, OK, d'accord, bon, on y va. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si j'aurais fait la reprise toute seule. Ce qui me semblait intéressant dans la reprise, c'est l'aspect, on entend beaucoup parler de sororité. Je pense que c'est intéressant d'être à plusieurs pour un projet collectif plutôt qu'individuel. Et donc, on est sur une activité pardon, de médiation in situ, de médiation culturelle, qui s'articule autour de 3 piliers. La première, c'est effectivement la production de commentaires, de contenu audio, de multimédia, tout ce qui peut être à l'intérieur de la coquille, qu'on va mettre à disposition des visiteurs. La deuxième partie, c'est la mise à disposition de tout ce qui est l'équipement, le hardware, donc l'extérieur. Et puis, on a aussi une activité qui consiste à la distribution et à l'exploitation sur site. Donc, on met à disposition du personnel pour distribuer les audioguides auprès des visiteurs. On a à peu près plus d'1,5 million de visiteurs qui prennent un outil d'audioguidage Alto en France. Donc, ça veut dire qu'on a une base clientèle qui est assez importante et un retour d'expérience visiteurs qui est assez important. Et on est présent sur une 50aine de sites en France. L'un des clients majeurs, iconiques, c'est quand même le Mont-Saint-Michel, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qu'on a équipé à partir de avril 22. Le Palais Carlier, qui appartient à l'Opéra national de Paris. Le musée Rodin.
les expositions et la collection permanente aussi du musée du Quai Branly et le musée Interlinden. On a effectivement doublé nos effectifs en 1 an et demi. En fait, depuis la liquidation du groupe anglo-saxon jusqu'à la reprise de Alto, on a eu une croissance assez exponentielle. Donc, on est passé moins d'une vingtaine de salariés à plus de 40. Donc, il faut accompagner cette croissance qui n'est pas facile. On n'avait pas beaucoup de CDI, on a souhaité pérenniser les CDI puisque c'est la clé en fait d'une structure qui est saine. On a une activité, il faut recruter des profils et en CDI. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est un entrepreneuriat au féminin qu'on est un petit peu plus sensible aux questions sociales et économiques et environnementales, mais c'est sûr qu'on se pose beaucoup plus de questions que ce que posait notre groupe anglo-saxon à l'origine. Donc, le fait d'avoir à la tête 3 femmes, c'est vrai que dans nos démarches au quotidien, c'est un petit peu différent. On se pose des questions différentes, plutôt de bien-être au travail, plutôt d'équilibrage ou d'équilibre, je devrais dire, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le fait qu'il y ait une inclusion plus grande sur des personnes différentes. Là, on avait notre responsable technique qui était parti en formation. On a accepté qu'il parte en formation cette année pendant 6 mois. Il a fallu le remplacer. On a ouvert le poste et on a décidé de prendre un senior à plus de 60 ans. Voilà, donc on essaye à notre niveau, en fait, d'ouvrir le champ des possibles sur des horizons différents. Et ça, c'est un point qui est important aussi pour nous dans la sélection de nos partenaires, de s'assurer que la supply chain, puisqu'on a une grosse partie équipement, hein, qu'on ne produit pas nous, mais qu'on va aller chercher ailleurs, et ben on s'oblige à réfléchir à des solutions plus vertes. Typiquement, entre un constructeur qui est basé en Angleterre, en Allemagne ou en France, bah, naturellement, on va se dire, indépendamment du fait qu'il est français, c'est autant de transport en moins. Voilà, c'est des choses comme ça, en fait, sur lesquelles on va réfléchir avant de faire un choix. Donc, c'est vrai que ces pratiques sociales, économiques, environnementales, en fait, c'est un peu notre fer de lance depuis la reprise et pour les années à venir, en fait. J'ai 50 ans. Je travaille depuis presque 30 ans. J'ai fait des études assez courtes, puisqu'à l'époque, c'était un BTS de commerce international, où je faisais plutôt des incoterms et du transport et du fret. Et en fait, en sortant de l'école, donc j'ai commencé à travailler tout de suite et j'étais dans un petit cabinet de producteurs de jeux vidéo sur CD-ROM. Et donc, j'ai travaillé pour cette société et pour ce dirigeant pendant une quinzaine d'années. Et en fait, j'étais son assistante et j'ai tout appris à son contact. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai commencé dans cette société de start-up donc en 1994, 1995, jusqu'en 2016, je crois, 2006, pardon. Et on était 3 à l'origine, lui, son assistante et un développeur. Et il a mis, je sais pas, une dizaine d'années pour faire croître sa société et être racheté par France Télécom Multimédia Édition. Donc en fait, je suis sortie de l'école, j'ai travaillé pour lui, j'ai tout appris, mais vraiment tout appris avec lui. Et je pense que c'est ce qui m'a servi en fait à titre personnel dans ma carrière professionnelle. Et donc, le fait de le voir faire grossir son activité professionnelle et d'assister à chaque pierre de l'édifice au quotidien, je pense qu'inconsciemment, ça s'est inscrit dans ma mémoire, puisque 20 ans après, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais ce qui est rigolo, c'est que donc, on a commencé dans une cave à Suresnes et on a grossi, enfin, il a grossi. Il a revendu, il est parti au Canada, je suis restée en France. Et avant de revendre, en fait, il avait eu la démarche d'associer les personnes clés de la structure en les faisant participer au capital, en disant tu rachètes des parts et tu participes au capital. Il se trouve que moi j'étais assistante, je n'avais pas beaucoup de moyens, donc lui m'a dit ne t'inquiète pas, je te donne tes parts.
Et en fait, je pense que ça m'a vraiment marqué au fer rouge. Et naturellement, en fait, quand l'occasion s'est présentée en 21, quand le groupe a été liquidé, et que je me suis rapprochée de Charline et Elfie, avec qui je travaille depuis 15 ans, je ne me voyais pas partir toute seule, en fait, parce que enfin, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un projet personnel, ce n'est pas un projet individuel, c'est un projet collectif. Et peut-être que je l'aurais fait toute seule si elle m'avait dit non. Je me serais peut-être beaucoup moins amusée, ça c'est certain. Et j'aurais peut-être pas eu du tout la même issue qu'on a aujourd'hui. Parce que le succès, il est à la clé quand on est plusieurs. Seul, c'est très difficile. Donc, je pense que naturellement, quand je me suis rapprochée de Charline Elfie, pour moi, c'était évident qu'elle allait faire partir du projet. Et c'est un retour à l'envoyeur. Moi, je suis la fille, avant d'être la femme et la mère, je suis la fille d'un entrepreneur en bâtiment. Et donc, j'étais aussi bercée dans le risque entrepreneurial. Et donc, quand je me suis présentée dans ce projet en 21, c'est vrai que je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Parce on a tout un problème, hein, c'est on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Et en fait, on y arrive très très bien, c'est juste qu'on se met des freins toute seule. Hein. S'approprier son destin et de se dire, bah oui, tout à fait, c'est capable. Mais c'est vrai que je m'estime très chanceuse parce que j'étais baignée dedans. J'ai évolué, enfin, je suis née dedans, j'ai évolué dedans, mais il m'a fallu 30 ans pour franchir le cap. Et je pense que c'est venu à point nommé. C'est-à-dire que je ne l'aurais peut-être pas fait à 20, 25, 30, 35 ou 40 ans. Je l'ai fait à 50. Et je l'ai fait à 50 parce que je maîtrisais parfaitement la chaîne de production ou la chaîne de l'activité où je ne prenais pas de gros risques, en fait. En mai 21, on apprend que le groupe est liquidé. Donc, moi, j'appelle mon N+1 qui était basé à Londres en lui disant, voilà, j'ai cru comprendre que la holding, il y avait un mandataire judiciaire qui était nommé. Donc, il va vouloir se débarrasser des assets dans chacune des régions, dont la France. Nous, on a toujours donc des contrats pluriannuels avec les clients franco-français qui ne connaissent absolument pas la partie anglaise de la holding. Ils ne sont pas du tout en relation avec eux. Donc, avant de faire cette reprise de société, je me suis rapprochée des clients français en disant, voilà, le groupe anglais est liquidé, on souhaite reprendre. Est-ce que, un, ça vous pose un souci, et deux, vous nous accompagnez, sachant que c'est des contrats, en fait, de toute façon, ils sont dans le périmètre français, ils ne seraient pas sortis du périmètre français. Le risque, c'est qu'un confrère soit au courant de la liquidation et rachète la filiale française pour grossir son périmètre à lui. Et donc, ça veut dire aussi, nous, travailler pour un concurrent. Là, on s'est dit, on a mis 15 ans à construire quelque chose de solide et c'est un autre qui va s'en servir. Alors, bon. Donc, voilà. Donc, on s'est posé la question de se dire, est-ce que les clients nous suivent? Et la réponse a été unanime, c'est-à-dire que chacun des clients nous a répondu, on ne connaît pas les Anglais, nous, on travaille uniquement avec les Français, ce qui se passe ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr qu'on continue de toute façon parce qu'on a confiance et voilà. Et donc, on a eu l'assurance, nous, de pouvoir poursuivre l'activité avec le même périmètre de clients. Ça veut dire aussi se lancer sur quelque chose qui est, comment je peux dire, sécurisé. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut avoir la garantie que derrière, vous avez un portefeuille client solide. Ce sont des marchés publics, donc il n'y a pas de risque de retard de paiement. On n'est pas en train de courir à droite à gauche pour se faire payer à 60 ou 90 jours des prestations. C'est l'État qui paye, donc il y a des agents comptables derrière qui respectent les dates de paiement, donc il n'y a pas d'encours. Donc on avait quand même listé pas mal de choses en disant, un, on maîtrise l'activité, deux, on connaît les clients, trois, on a du chiffre d'affaires qui est pérennisé pendant 5 ans. Est-ce qu'on veut vraiment être vendu sur la place de Paris, démembré, chacun récupérant une pièce à droite à gauche, ou est-ce qu'on se donne les moyens de dire, voilà, on va reprendre? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Je pense que c'est d'abord l'écoute. Maîtriser, évidemment, je pense qu'il y a un point aussi qui est assez essentiel, c'est quand même avoir un peu de notion financière. Se lancer dans quelque chose sans connaître le modèle économique de son activité, c'est compliqué. Il faut savoir comment on va pouvoir faire des économies, comment on va pouvoir rentabiliser telle ou telle idée.
puis d'avoir les compétences en interne, ou en tous les cas, de se les approprier avec des profils. Moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, ça ne servait à rien de recruter des gens qui sont identiques à soi. Ce qui est bien, c'est de la diversité. Sinon, l'entre-gens identiques, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc, oui, je dirais écouter, avoir un peu de compétences économiques, financières, comptables, mais c'est vraiment les b.a.-ba. Hein. Moi, je ne sais pas faire un bilan. En revanche, je sais le lire. Donc, c'est des formations qui peuvent se faire assez rapidement. C'est pas très compliqué. Et puis, j'ai tendance à dire aussi qu'être entrepreneur, c'est pas spécialement avoir des idées. Moi, j'ai pas d'idées, en fait. J'ai aucune idée. Je suis pas quelqu'un qui crée. En revanche, je pense être quelqu'un qui sait animer, qui sait aller chercher oui, les talents à droite à gauche, en tout cas, révéler des talents. Voilà. Mais quand on a une charge familiale, une charge mentale, une charge professionnelle, c'est compliqué. Donc, être plusieurs, c'est mieux. Une liberté totale. Je suis libre. Et on se pose souvent la question avec Shine Healthy de se dire, alors, on a été sollicité par d'autres confrères sur un potentiel rapprochement, rachat. Enfin, voilà. On a des sollicitations, puisqu'on est une société qui croît, on est dynamique, on a des marchés, on a une croissance, aucun litige, parce qu'on sait gérer les affaires sans litige, hein, c'est aussi une marque de fabrique, de ne pas aller toujours au forcing. Donc, souvent, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt à travailler pour quelqu'un d'autre? Donc, moi, je suis partie pour encore 10-15 ans. Je me dis 10-15 ans, je ne me vois pas travailler pour quelqu'un, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que c'est... non, je pense que c'est une grande liberté. Je suis plutôt quelqu'un de positif à la base. Donc, je me dis, c'est super, voilà. Mais ça m'empêche que je peux me dire, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Et puis, demain, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on ferme, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Le tout, c'est de faire en étant droit dans ses bottes et en respectant les engagements qu'on s'est donnés. C'est tout. Et après, advienne que pourra. Je suis de naturel optimiste. Effectivement, je ne vous dis pas le pendant, qui est quand même un peu d'anxiété. Quand on passe de 20 avec une holding qui s'occupe des charges mensuelles et que vous êtes salarié, vous ne vous demandez pas si les salaires vont être payés à la fin du mois. En revanche, quand vous êtes à la tête d'une société et que vous avez 50 personnes à payer à la fin du mois, vous commencez à vous poser des questions. Hein. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas anxieuse ou inquiète ou que je n'ai pas de responsabilité, parce que ça serait faux. Enfin, mais je dirais que si votre business plan, qui est la clé en fait de votre activité, il est objectivement bien construit, c'est-à-dire que vous ne vous surévaluez pas ou ne vous sous-estimez pas sur votre chiffre d'affaires, vos charges, voilà. La banque est là pour vous accompagner aussi. Et puis vos collègues aussi, parce qu'en fait, on a tendance à penser l'entrepreneuriat féminin, mais peut-être que je me trompe. Hein. L'entrepreneuriat féminin comme une activité individuelle. Souvent, on associe entrepreneuriat féminin, la femme au foyer, avec l'enfant, avec le mari, avec ses 4 journées en une, toute seule avec ses petits bras. En fait, et même quand vous me dites vous êtes entrepreneuse, je n'arrive pas à me l'associer parce que en fait, je suis dans un groupe, je me vois peut-être plus comme une chef d'entreprise. Mais c'est la même chose. Il y a plein de femmes chefs d'entreprise et qui se sont lancées sur un projet petit pour commencer, qui ont grossi, qui ont été accompagnés. Il y a plein d'aides, il y a plein de subventions, il y a plein de choses qui sont faites pour nous accompagner au quotidien. Il faut juste, je pense, se faire confiance et surtout être accompagné, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son cercle d'amis, que ce soit par des professionnels, que ce soit par des institutions. C'est se faire un réseau pour se reposer parce que seul, c'est compliqué. C'est très compliqué, en fait. La charge mentale est trop importante. C'est des rencontres, en fait. C'est vraiment des rencontres. Je pense que c'est... si vous ne bougez pas de votre zone de confort, ça va être difficile de créer des opportunités.
Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? C'est parce qu'à un moment donné, je venais d'avoir mon diplôme, j'étais avec ma meilleure amie, on prenait un café, sa mère était comptable et elle dit à sa fille, j'ai besoin de quelqu'un pour remplacer l'assistante du cabinet d'architecte. Et mon ami dit, oh non, mais moi, je sais pas faire ça, je vais envoyer Corinne. J'ai fait ça une semaine et le cabinet d'architecte sous-louait un développeur de jeux vidéo qui me voyait tous les matins. Et le développeur de jeux vidéo, à un moment donné, il dit, mais il y a quelqu'un qui était là pour faire un remplacement une semaine, l'assistante là, qui répondait au téléphone et qui ouvrait les portes. Est-ce qu'elle cherche du travail? Bah, je sais pas, je te file les coordonnées. Il m'appelle, je dis, bah oui, ok, d'accord. J'ai commencé comme ça, parce que j'étais assistante de secrétaire à un instant et que la personne est venue à ce moment-là et se dit effectivement on grossit, on grossit, on grossit, puis après ça voilà, c'est juste en fait, je pense savoir dire oui, c'est aussi important que savoir dire non. Et je pense qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de freins, on n'y va pas, alors qu'on ne prend pas des grands risques à y aller, ou en tous les cas à remettre de côté ses ambitions.